Shannon Seban, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Pour une fois, Shannon, vous êtes en Israël. C'est ça. Mais pas tellement en vacances. Pas tellement en vacances, non. Effectivement, je suis ici pour quelques jours dans la continuité des échanges que j'ai pu mener très récemment pour promouvoir le dialogue interreligieux, pour promouvoir la coexistence, la fraternité, la notion de tolérance, de respect dans une période qui en Israël est malheureusement traversée par un conflit qui déchire la région depuis des années maintenant. Donc effectivement, je suis ici en Israël pour quelques jours pour rencontrer à la fois des acteurs associatifs, institutionnels et politiques, tous engagés pour trouver une solution juste et durable à ce conflit israélo-palestinien. Alors, on est déjà depuis 2 ans en guerre ici. Vous êtes venu pendant cette guerre à plusieurs reprises. Comment vous trouvez l'ambiance en ce moment? L'ambiance en Israël de manière très générale, et j'ai eu la chance de parcourir du sud au nord et du nord au sud, le peuple israélien fait preuve d'une résilience qui est absolument impressionnante. Et c'est pas la première fois que je le remarque. J'étais ici au mois d'avril dernier, avant le bombardement iranien. La vie reprend très vite son cours et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des Israéliens qui sont nés ici, qui ont grandi en Israël, qui ont effectué leur service militaire. Tous me disent que finalement la guerre fait partie du quotidien. Se mettre aux abris est partie du quotidien et tous appréhendent les choses avec beaucoup d'appréhension, il est vrai, mais de sérénité. Et c'est assez paradoxal. La vie reprend son cours et ils ont pris aussi l'habitude de vivre avec ce rythme de vie. Donc la vie a repris son cours. En tout cas, moi j'ai l'impression que la vie est tout à fait normale ici. Alors, ce qui est sûr, c'est que on parle souvent d'antisémitisme avec vous, Shannon, parce que c'est un gros combat. Et on ne peut pas dire que la situation s'est améliorée beaucoup. Depuis le 7 octobre 2023, on va même être honnête, elle s'est pas mal empirée dans toute l'Europe et même dans le monde entier, puisqu'aux États-Unis, c'est le cas également. La même question que je vous ai posée sur Israël et comment vous la trouvez, l'ambiance en France en ce moment et en Belgique quand vous y venez, à l'heure où on se parle. Très mauvaise. Très mauvaise. Je suis de nature extrêmement optimiste. Vous le savez, Lise, mais il est vrai que sur cette question-là de l'antisémitisme, je suis particulièrement inquiète. Il y a effectivement les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Je vous parle ici sur la France en particulier, dans le cas français, 1570 actes antisémites recensés sur la seule année 2024 contre 436 en 2022. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et puis ensuite, il y a la réalité du terrain. Le sentiment de solitude de Français juifs, le sentiment parfois d'abandon, et puis surtout le désespoir. Moi, je reçois des centaines de messages par jour de Français juifs me disant vouloir quitter la France, me disant vouloir quitter l'Europe aussi, plus largement, parce que c'est aussi un problème européen, il faut le reconnaître, par peur de représailles parfois, par crainte de voir leurs enfants scolarisés dans certaines écoles, parce que la petite insulte, le sel juif est devenu finalement monnaie courante. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est aujourd'hui? On s'est habitué au sel juif. Le sioniste pro-génocide est devenu normal. Et je vous parle ici en connaissance de cause. Je viens de publier il y a quelques semaines maintenant mon premier livre aux éditions de l'Observatoire française, Un juif et alors, où j'ai voulu effectivement parler d'antisémitisme et affirmer haut et fort mon identité juive, parce qu'on considérait que j'étais juive et pas française. Et en fait, on ne comprend pas qu'il s'agit là de deux choses non différentes. On peut être juive, avoir une identité religieuse, très formelle, et on peut aussi appartenir à la nation. Et je suis profondément fière d'être française. Et je crois qu'en République, on n'a pas à choisir entre sa religion et son appartenance à la nation. Et c'est aujourd'hui précisément ce choix qu'on demande de faire aux Français juifs. Et c'est inacceptable. Et c'est là que la République doit se tenir debout. Alors, on a l'impression que dans les mots, mais pas dans les faits, la République se tient debout, puisqu'on a vu notamment François Bayrou né du CRIF, on a vu le Bruno Retailleau, on a vu beaucoup de ministres français qui, effectivement, donnent un discours que les Juifs français ont envie d'entendre et qui pourrait les rassurer. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe vraiment? Dans la réalité, c'est que vous avez aujourd'hui un antisémitisme qui est extrêmement sournois et pernicieux et qui se cache derrière l'antisionisme. Et il faut le dire sans aucune ambiguïté. Alors, vous avez le droit de critiquer la politique de M. Netanyahou, vous avez le droit de critiquer la politique qui est menée, les choix militaires. C'est un choix qui est absolument légitime et c'est le rôle de toute démocratie que d'avoir une parole libre. Par contre, quand on utilise
l'antisionisme pour justifier la haine du juif, c'est ce qu'on appelle de l'antisémitisme. Et donc, là-dessus, très concrètement, pour répondre à votre question, je milite pour pénaliser l'antisionisme, tout comme on pénalise aujourd'hui l'antisémitisme. Donc, effectivement, renforcer notre arsenal pénal et judiciaire qui peut être beaucoup plus fort et beaucoup plus ferme sur certains sujets. Et puis aussi, investir dans l'éducation. Moi, je suis intimement convaincue, et c'est ce que je répète à travers les rendez-vous que j'ai ici et là, l'éducation est la clé. Vous savez, j'étais il y a quelques heures à Tamra, un village qui se situe dans le nord d'Israël, à Haïfa, un village arabe, population arabo-musulmane, et j'ai échangé avec Choco, qui s'appelle aussi Mohamed, et qui travaille à Tamra, dans le département lié à l'éducation. Et il est aussi intimement convaincu qu'on peut lutter contre la haine de l'autre, qu'on peut déconstruire les préjugés, les stéréotypes, mais cela doit se faire dès le plus jeune âge, précisément grâce à l'éducation. Et en tant qu'élu à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, en charge notamment de la laïcité et de la lutte contre les discriminations, je m'attelle à cela. Je fais intervenir autant que possible des associations qui luttent contre les stéréotypes dès le plus jeune âge, qui déconstruisent le moindre préjugé antisémite, le moindre préjugé anti-musulman, le moindre préjugé homophobe, anti-chrétien, dès le plus jeune âge. C'est un travail de longue haleine, je ne vais pas ici vous mentir, mais c'est un travail qui doit être fait, et en tout cas pour les prochaines générations, il faut investir là-dessus. Alors, vous parliez de votre livre, justement, Shannon, je voulais qu'on revienne là-dessus. Quel a été l'accueil? Et si j'ai bien entendu dire, il n'a pas été exceptionnellement sympathique envers vous, celui quand vous avez sorti votre livre. J'ai eu un accueil assez partagé. Alors j'ai eu un accueil très positif de la part d'une certaine partie de la population qui ont salué mon courage. Et modestement, je dois dire que cela fait extrêmement plaisir parce que revendiquer haut et fort son identité juive, ça n'a pas été quelque chose de facile. Pour moi, je n'ai jamais voulu faire étalage d'un point de vue public de ma religion. Le fait est que quand votre religion est attaquée, il y a un moment où il y a un besoin viscéral de la revendiquer. Et puis vous avez effectivement une autre partie de la population qui est absolument idiote, si je peux me permettre. Vous connaissez, je parle sans langue de bois, qui a appelé au boycott de mon livre, me taxant de sioniste pro-génocide. Et plus largement, je dénonce une campagne de boycott aujourd'hui qui touche, malheureusement, comme dans les années 30 et 40, les artistes, les intellectuels juifs, qu'ils soient chanteurs, sportifs même, parce qu'on a bien vu, on a aujourd'hui des élus de la France insoumise qui appellent au boycott lors de l'Eurovision, Eben Golan, de Raphaël il y a plus récemment. C'est absolument inacceptable. Donc ça... Amir, j'allais y venir, c'est absolument insupportable. Je ne vois pas en quoi est-ce que personne-là, parce que juive, parce que israélien, et parfois israélien et le non-juif, devrait être retenu pour responsable de la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou. Sans même faire de recherche préalable, sans même échanger avec les uns et les autres. C'est ce genre d'adalgal, de paresse intellectuelle, de bêtises intellectuelles qui nourrit la haine et qui, une fois la haine nourrie, aboutit à des actions et des actes antisémites absolument terribles dans notre pays. alors je sais qu'on vous pose souvent la question, Shannon Seban, mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Parce que quand vous voyez le tollé sur la venue d'Amir à Gardanne, une petite ville de 20 000 habitants qui ne représente pas énormément non plus, mais c'est significatif. Là, en Belgique, c'est le Francophonie, donc c'est exactement la même chose aussi, le même lever de bouclier. Des artistes qui disent qu'ils ne veulent pas être à côté d'Amir, se présenter à côté d'Amir, être dans le même festival qu'Amir. On en arrive effectivement à une dénonciation systématique des Juifs, quelle que soit leur profession. Absolument, absolument. Vous êtes désigné coupable parce que juif. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre idéologie, quel que soit le message que vous véhiculez, vous êtes considéré comme étant responsable de la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou. Mais quand bien même, quand bien même on ne met pas une cible dans le dos des Juifs. Mais vous me permettrez sans aucune ambiguïté. Pour traiter le mal, il faut aussi en identifier la racine et la cause. Et en France, sans aucune ambiguïté, ce sont les élus, les sympathisants, les militants de la France insoumise, qui systématiquement ramènent tout à Israël et aux Juifs. Regardez le compte X de Thomas Porte ou de Rima Hassan. Du matin au soir, Gaza, génocide, Palestine, matin, midi et soir. Est-ce que c'est un message qui marche? Parce qu'ils ont fait par ailleurs de ce conflit leur carburant électoral. Et vous savez, je le dis et je le répète, si demain, et je l'espère de tout cœur, nous aboutissons à une paix dans la région, la France insoumise n'a qu'aucune raison d'exister. Puisque leur programme politique ne parle pas d'économie, ne parle pas de pouvoir d'achat, ne parle pas d'éducation,
ne parle pas de santé, de sécurité, de gestion des flux migratoires, ne parle que de Gaza, génocide, Palestine. Ces gens-là sont les porte-parole du Hamas et de toutes les organisations terroristes dans notre pays. Vous savez, quand j'utilisais ces termes au départ de porte-parole, etc., je le faisais avec beaucoup de pincettes. Mais il y a un moment où il ne faut plus prendre de pincettes. Il faut dire les choses avec beaucoup de clarté. Ces gens-là sont antisémites. Ces gens-là sont fiers d'être antisémites par ailleurs parce que quand ils votent contre à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines une proposition de loi visant à lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, ils votent pour l'antisémitisme. Ce sont des antisémites notoires. Et ils ont ici une lourde responsabilité à porter dans l'augmentation des actes antisémites dans notre pays et dans les 1570 actes antisémites qui ont été recensés en France sur la seule année 2024. Je voudrais qu'on finisse, Shannon, sur l'Europe, puisque la France fait tout de même partie des 27, Oui. a une voix normalement qui compte, la Belgique aussi, en tant que capitale de l'Europe, justement. Est-ce que là aussi, le combat, il n'est pas déjà perdu au niveau de l'Europe, avec notamment beaucoup de gens qui lobbyisent à Bruxelles contre la vérité et qui ne veulent pas finalement de paix au Moyen-Orient? Quand vous me parlez de l'Europe, le premier mot, le premier concept qui me vient à l'esprit, c'est celle de l'idéologie des frères musulmans, contre laquelle je lutte du matin au soir. Tout simplement parce que je crois qu'on n'ose pas parfois, par pudeur, mais là il n'y a plus de pudeur qui tienne, nommer le mal. Et c'est Camus qui disait que mal nommer les choses, ça ajoute au malheur du monde. Aujourd'hui, l'idéologie des frères musulmans est à l'origine d'un nombre de maux de notre société. Les prédicateurs 2.0 sur les réseaux sociaux qui laissent penser que l'Occident est une menace à la pratique de l'islam, ce qui est complètement faux. Qui recrutent de plus en plus jeunes, une génération sur les réseaux sociaux pour former les prêcheurs de haine de demain. Quand vous avez par ailleurs des financements qu'on n'arrive pas à contrôler, qui viennent financer des associations, des lieux de culte, c'est absolument insupportable. Le dernier rapport qui est sorti en France en mai dernier, le 21 mai dernier, date d'ailleurs de la sortie de mon livre, alors j'y vois un hasard du calendrier, prouvait bien que vous aviez 280 lieux de culte qui étaient affiliés de près ou de loin à l'idéologie des frères musulmans. Je n'aurai de cesse de tirer la sonnette d'alarme sur la menace que représentent les frères musulmans en Europe, en France bien évidemment, alors même que quand vous regardez les pays arabes, l'Égypte, où les frères musulmans ont été fondés par Hassan al-Banna en 1928, l'Arabie saoudite, la Syrie, la Jordanie très récemment, tous ces pays-là ont pour point commun d'avoir reconnu ces frères musulmans comme étant une organisation terroriste et ils les ont interdits. Pendant ce temps-là, au nom d'un angélisme suicidaire, on regarde que la scène se passe en Europe et pendant ce temps-là, ils s'infiltrent et ils consolident leur réseau. C'est inacceptable et je crois que la priorité absolue, outre les menaces terroristes de court terme, c'est la menace de long terme